Bonsoir Olivier Rafovitch, merci beaucoup d'être avec nous en direct donc sur CNews et Europe 1 ce soir. Israël a accepté de reprendre le 15 août prochain des discussions pour un éventuel cessez-le-feu et des libérations d'otages à Gaza. On va l'évoquer dans quelques instants bien sûr, mais d'abord je voudrais qu'on revienne sur cette énorme séquence qu'on a observée ces derniers jours au Proche-Orient, ce risque d'une attaque de l'Iran, de ses proxys, le Hezbollah ou le Hamas sur Israël qui est dans toutes les têtes. Ce que l'on remarque dans un premier temps, colonel, c'est que les jours passent, la menace iranienne n'est pas réellement suivie d'actes. Pour autant, l'État hébreu reste en urgence maximale aujourd'hui. Bonsoir et merci de m'avoir invité dans votre émission ce soir. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de guerre contre le Hamas qui a attaqué Israël, je le rappelle, il y a 308 jours maintenant, avec le pire des massacres connus dans l'histoire d'Israël. Depuis le 7 octobre 2023, d'autres acteurs sont entrés dans la danse terrible contre Israël, dont le Hezbollah, dont les Houthis, dont l'Iran. Et effectivement, il y a des menaces très sérieuses du Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran au Liban, qui est en fait quelque part une organisation terroriste qui préfère le Hamas, qui préfère servir les intérêts de l'Iran plutôt que les intérêts du Liban, qui l'entraîne, s'il continue dans cette escalade, dans une escalade terrible. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes effectivement prêts à toute éventualité, à tout développement. Mais je voudrais être très clair. Israël ne veut pas la guerre. Israël ne cherche pas la guerre. Mais dans le cas où des éléments comme le Hezbollah ou d'autres attaquent Israël, attaquent des civils israéliens, eh bien Israël aura le devoir, le droit et la justice de répondre. Si l'Iran déclenche une attaque, on entrera dans un engrenage irréversible. On est vraiment dans une situation d'avant-guerre, d'escalade verbale. Ça, on l'a bien compris depuis plusieurs jours. Je vais vous dire, le Hezbollah a attaqué Israël le 8 octobre en voulant soutenir le Hamas, encore une fois au détriment des Libanais. Il y a des attaques quotidiennes. La dernière en date, la plus terrible, a eu lieu le 27 juillet, lorsque 12 enfants du village Majel Shams ont été massacrés, assassinés par un missile iranien, je dis bien iranien, tiré par le Hezbollah, dont le chef militaire Fouad Choukar en était responsable. Et d'ailleurs, comme vous le savez, nous avons éliminé Fouad Choukar à Beyrouth en réponse à ce massacre commis par le Hezbollah en territoire israélien. Et cette réponse israélienne est une réponse d'un État démocratique, un État qui a le devoir, qui a l'obligation morale, physique, éthique de protéger ses habitants. Et lorsque 12 enfants sont assassinés, massacrés par un missile de Hezbollah, eh bien, le Hezbollah paye le fruit, le résultat de ses actions meurtrières contre Israël. Je voudrais également vous dire que, alors où maintenant nous parlons, il y a des attaques dans le nord d'Israël, quotidiennes, du Hezbollah contre des villages, contre des villes israéliennes. Et d'ailleurs, alors où nous parlons, plus de 60 000 Israéliens ont dû quitter le nord d'Israël, leurs maisons, leurs villages. Des villages ont été attaqués, des maisons ont été détruites, des milliers d'hectares ont été brûlés, des poulaillers ont été détruits, des vaches ont été tuées par des explosions. Il y a une situation qui est absolument inacceptable pour Israël. Nous préférons, je le dis encore une fois très clairement sur la chaîne CNews, que par un accord politique, diplomatique, le Hezbollah retourne, se remette, si vous voulez, au nord du fleuve Litani selon la résolution des Nations Unies 1701. Mais si les efforts politiques et diplomatiques n'arrivent pas malheureusement à maturation, eh bien, nous devrons penser à une option militaire, parce qu'il est encore une fois pour Israël impossible de continuer dans cette situation. Mais on lit et on entend ces derniers jours que l'Iran pourrait reconsidérer justement cette riposte contre Israël. Ce sont des responsables américains cités par le très sérieux média Politico qui notent qu'une telle action risquerait d'entraîner une confrontation directe avec Israël. Donc on voit d'ores et déjà, Olivier Rafovitch, peut-être que la pression internationale, la communauté internationale porte ses fruits. Je voudrais vous dire que l'Iran, depuis des années, déclare ouvertement, publiquement, sans d'ailleurs très souvent beaucoup de gêne, qu'elle veut la destruction totale et physique de l'État d'Israël. Elle n'a pas attendu tel ou tel événement ou tel prétexte pour menacer l'État d'Israël. Je vous rappelle que dans la nuit entre le 13 et le 14 avril
2024, plus de 300 missiles et drones ont été lancés par la République islamique d'Iran vers l'État d'Israël. Et d'ailleurs, grâce à une coalition avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France également, cette attaque a été prévenue évidemment avec les forces de l'armée israélienne et les forces de l'armée de l'air israélienne. Mais il est clair que l'Iran est un danger dans la région et que l'Iran, encore une fois, utilise des proxies, utilise des pions comme le Hezbollah au Liban, comme le Hamas dans la bande de Gaza, comme les Houthis au Yémen, comme les milices chiites en Irak pour déstabiliser toute la région, pour être véritablement un élément de danger, non pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations dans la région, et bien au-delà d'ailleurs. Et je rappelle encore une fois que l'État d'Israël, je le dis clairement, nous ne voulons pas la guerre, mais nous sommes prêts à tout développement, à toute éventualité. Colonel Rafovitch, on va évoquer dans une seconde cette date du 15 août et ces négociations qui devraient reprendre. J'ai juste une question, et d'ailleurs, vous l'avez réaffirmé il y a un instant, Israël a neutralisé et assassiné Fouad Choukar à Beyrouth, ce membre du Hezbollah. Pourquoi l'État hébreu ne revendique pas l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran ? Cette question restera sans commentaire. Ce que je peux vous dire seulement par rapport à M. Haniyeh, c'est que le 7 octobre, il a pris position ouvertement, il s'est réjoui avec ses amis du massacre commis par le Hamas, qui a été, encore une fois, je répète, le pire des massacres dans l'histoire de l'État d'Israël, et peut-être même dans l'histoire des démocraties modernes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour vous parler de l'étendue de ce massacre, aujourd'hui, on a pu enfin définir la mort d'une femme qui avait été assassinée le 7 octobre. Ça nous donne 10 mois pour arriver à cette conclusion qu'elle avait été assassinée le 7 octobre. Madame Bila Inon, c'est qu'on a les Vracha. Le massacre sans nom commis par le Hamas est la raison de la guerre que nous menons contre le Hamas à Gaza. D'ailleurs, contre le Hamas à Gaza et pas contre les Palestiniens à Gaza, malgré les critiques et malgré ce que disent les ennemis d'Israël. Et M. Haniyeh en était un des responsables premiers. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a rappelé aujourd'hui que la guerre devait s'arrêter à Gaza, Olivier Rafovitch, alors que l'État hébreu donc a accepté de reprendre à partir du 15 août, dans 3 jours, les discussions en vue d'une trêve et de la libération d'otages. Il faut que la guerre, s'arrête à Gaza. Tous doivent l'entendre. C'est crucial pour les Gazaouis, pour les otages, pour la stabilité de la région aujourd'hui en jeu. Plein soutien de la France aux médiateurs américains, égyptiens et qatariens. Olivier Rafovitch, il y a encore de la place pour les négociations, pour les pourparlers, malgré ces 2 assassinats qu'on en a commentés ensemble. Il y a encore un espoir de revoir les otages du Hamas, retrouver Israël et leurs familles. Pour nous, les otages, les 115 otages, certains vivants, d'autres assassinés, morts, tués par le Hamas, sont pour nous une priorité absolue, une priorité première. Je voudrais quand même vous dire que cette guerre, elle aurait pu s'arrêter, elle peut s'arrêter depuis toujours, si les otages sont libérés et si le Hamas dépose les armes. En fait, les Gazaouis payent le prix d'une politique désastreuse, destructrice du Hamas. Nous payons le prix d'avoir eu depuis le 7 octobre 251 otages d'abord, puis aujourd'hui 115 toujours aux mains du Hamas. Un Hamas qui continue à tenir la bande de Gaza en otage. Je rappelle que cette semaine, dans des écoles, dans des entrepôts humanitaires, le Hamas a utilisé ces écoles de l'UNRWA, entre autres, ces entrepôts humanitaires, comme base terroriste pour attaquer Israël, pour bombarder Israël, des villes et des villages israéliens. Encore une fois, cette guerre, elle porte un nom. C'est le Hamas qui en est responsable. C'est le Hamas qui a attaqué Israël le 7 octobre, et c'est le Hamas qui refuse de libérer les otages. J'entends bien, colonel, mais ce qu'on se demande depuis Paris et tous ceux qui observent ça de loin, bien sûr, et qui n'ont pas votre connaissance du terrain et des différents enjeux, en tout cas de la précision des enjeux, c'est comment peut-on redémarrer des négociations après ces assassinats, alors que les récents développements semblent avoir tendu considérablement la situation. Ça paraît presque antinomique, cette stratégie israélienne aujourd'hui qui vise à la fois à éradiquer le Hamas et à libérer les otages. Je voudrais, si vous me permettez, corriger un petit peu, ce que vous venez de dire sur assassinat. Lorsque un homme qui a du sang sur les mains, des centaines d'hommes et de femmes qui ont été assassinés par... Alors cette neutralisation de ces leaders terroristes.
Oui, mais c'est important les mots. Non, mais vous avez raison et je me reprends. Mais comme le temps nous est compté, pardon si je vous ai choqué sur le mot employé. Après ces neutralisations, comment est-ce qu'on peut imaginer encore qu'on puisse négocier et libérer les otages ? D'abord, les otages restent, nous répétons, une priorité absolue. L'échelon politique israélien au plus haut niveau traite ce dossier avec des éléments multiples, parfois internationaux, comme vous le savez. Et c'est l'obligation d'Israël que les otages reviennent à la maison. Et encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails des négociations, des processus de négociation. Ils ont des sensibilités extrêmes à tous les niveaux, au niveau sécuritaire, au niveau renseignement. Et encore une fois, nous sommes en Israël dans l'attente du retour de tous nos otages. Ceux qui sont en vie, nous prions tous les jours qu'ils reviennent. Et pour ceux qui ne le sont pas, qu'ils reviennent tous dans les maisons. Je rappelle que la semaine dernière, un petit garçon de 5 ans a fêté son anniversaire dans les geôles du Hamas. Il s'appelle Bibas, il a un petit frère qui a 1 an. Ses enfants sont toujours aux mains du Hamas depuis le 7 octobre. Et c'est terrible, c'est évidemment terrible et on pense régulièrement à ces enfants et à tous ceux qui sont encore dans ces geôles et dans ces tunnels du Hamas. J'ai lu ces derniers jours que l'élite des services de sécurité en Israël, le patron du Mossad, le chef d'une Shin Bet, les services de sécurité de lutte antiterroriste, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, forment une coalition contre Benyamin Netanyahou. On l'accuse de vouloir faire échouer les négociations, notamment. Est-ce que le Premier ministre est de plus en plus isolé en Israël ou pas ? Comme vous le savez, je suis porte-parole de l'armée israélienne. Je ne rentrerai en aucun cas dans les questions de politique interne. Bon, Benyamin Netanyahou qui est tout de même en une de Time Magazine, vous l'avez vu peut-être ces derniers jours, il affirme être profondément désolé que le groupe terroriste palestinien du Hamas ait pu attaquer Israël le 7 octobre dernier. Il dit ne pas avoir pu l'empêcher. Pour autant, il n'a pas été jusqu'à reconnaître explicitement une éventuelle responsabilité dans cette interview publiée hier par le magazine américain Time. Comment une telle barbarie a-t-elle pu déjouer les services de renseignement israéliens reconnus comme les plus performants du monde? C'est vrai que beaucoup se sont posé cette question après le 7 octobre. Est-ce que c'est une question qui reste encore en suspens 10 mois après? Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en guerre. Et je pèse mes mots. C'est dur à dire ce mot. Nous sommes en guerre depuis le 7 octobre contre des organisations qui veulent la destruction totale et physique de l'État d'Israël. Et lorsque cette guerre sera terminée, eh bien, les autorités feront ce qui doit être fait. Ça ne rentre pas dans ce débat. Et moi non plus, d'ailleurs. La guerre pourra-t-elle être gagnée si tous les otages ne reviennent pas? Est-ce qu'il y aura le sentiment d'avoir remporté la guerre dans le cas où tous les otages ne seraient pas rentrés en Israël? Encore une fois, vous savez, vous me posez des questions qui sont des questions, je dirais presque de politique fiction à l'heure où nous parlons. Nous sommes dans les faits à l'heure où nous parlons. Nous sommes menacés par l'Iran, par le Hezbollah, nous sommes attaqués par le Hezbollah, nous répondons de manière précise aux attaques, nous attaquons le Hamas là où il se trouve pour détruire ses capacités militaires. Nous ne voulons pas que le Hamas continue à gérer la bande de Gaza, pour le bien également des Gazaouis. Lorsque la guerre sera terminée, nous ferons un bilan. Alors nous parlons, nous ne sommes pas encore, malheureusement, à la fin des opérations. Tzahal est en guerre, l'État d'Israël est en guerre. Ce beau pays, ce magnifique pays, ce beau peuple, le peuple d'Israël, a le droit aussi à la paix, à la sécurité. Et nous ferons tout pour que les Israéliens, les Israéliennes, les enfants israéliens vivent en paix, pour que ce beau pays rayonne et continue à éclairer la région et le monde. Nous voulons la paix et nous obtiendrons ce que nous devons obtenir. Merci beaucoup. Olivier, tiens, juste un dernier mot. Yahya Sinwar, aujourd'hui, c'est l'ennemi numéro 1 de l'État hébreu? C'est l'ennemi numéro 1 de l'État hébreu. Et même s'il change de titre aujourd'hui, s'il se fait appeler chef du bureau politique, il reste un homme à abattre et le responsable du massacre perpétré le 7 octobre 2023, où plus de 1200 personnes, femmes et enfants, ont été massacrés, ont été violés, ont été brûlés. Et encore, malheureusement, 115 sont toujours aux mains du Hamas. Tout cela réuni porte un nom, Yahya Sinwar, responsable du massacre, responsable de cette guerre. Et donc,
c'est l'homme à abattre. En un mot, vous avez la certitude qu'il est encore vivant? Je ne rentrerai pas dans ces questions. Merci infiniment, Olivier Rafovitch, colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, de nous avoir éclairé. Oui, allez-y, pardon. Juste un mot, je voudrais, si vous me permettez, remercier également la France et les Français lors de ce partenariat avec Israël et d'autres pays contre la menace iranienne et vous dire que nous sommes des démocraties face au terrorisme. Je sais qu'aujourd'hui vous commémorez en France l'action terroriste contre le restaurant, je crois, Goldenberg, rue des Rosiers. Le terrorisme était, il reste malheureusement une menace pour toutes les démocraties et nous devons ensemble le combattre. Olivier Rafovitch, merci donc de nous avoir réservé ces propos et cette longue interview sur CNews et Europe 1, porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'être intervenu. Donc, on marque une dernière courte pause dans Punchline, encore une fois sur CNews et avec les auditeurs d'Europe 1. On va évidemment commenter ce qui vient d'être dit, beaucoup de choses dites par le porte-parole de l'armée israélienne et puis d'autres sujets, notamment qui nous emmèneront sur le front de la guerre en Ukraine et en Russie, en Grande-Bretagne. Et puis on reparlera évidemment de la situation politique française. Restez bien fidèles à CNews et Europe 1. On arrive tout de suite.